après les événements de janvier dernier, on se dit à l'ENS, et ça a été sponsorisé grandement par l'administration, qu'il fallait qu'on essaie de prendre les choses en main et d'essayer de voir ce qu'on pouvait faire pour lutter contre le terrorisme et dans quelle mesure on pouvait faire une action nous-mêmes. Du coup, des élèves ont commencé à organiser des conférences qui s'étendent de hier jusqu'à samedi prochain. Et nous, donc, on est AQNS, on est en quelque sorte une association de l'ENS qui avons un club. Et dans nos activités, notamment, on essaie de promouvoir les libertés individuelles et essaie de faire une démocratie un petit peu plus participative et d'inclure plus de gens en utilisant les outils numériques. Et notamment, on a voulu faire une journée comme celle d'aujourd'hui pour sensibiliser les gens au fait que le respect de la liberté sur Internet, c'est important. Mais en même temps, il y a quand même pas mal de questions qui restent en suspens, comme par exemple, comment est-ce qu'on peut lutter contre le terrorisme. Voilà. Je prends mes notes parce que je suis quand même... c'est quand même plus simple. Donc notre premier intervenant, c'est Antoine Champagne, ici présent, qui a été journaliste, chef de service, rédacteur en chef ou encore pigiste. Je tire ça de votre site. Sur Transfert, ça m'intéresse, mais aussi Le Monde ou Le Canard enchaîné. Il a fondé avec Bluetooth, un blogueur, le site reflet.info dans les années 2010, si je ne me trompe pas, dont le but... Alors ça c'est un avis personnel, mais je pense que le but c'est un peu d'essayer de s'échapper du carcan habituel du journalisme, enfin de la presse traditionnelle, c'est-à-dire un manque d'introspection, un manque d'articles de fond et pas d'indépendance. Reflet.info est totalement indépendant. Et donc il tente de dénoncer les dérives du gouvernement qui luttent contre le terrorisme et en même temps qui fournissent des armes, des cyberarmes à des États qui plus ou moins sponsorisent le terrorisme. Comme par exemple Amesis en Libye et Bluecoat en Syrie. Ou alors partie hypocritique de la surveillance généralisée dans la société et les méfaits que ça apporte. Voilà. Donc aujourd'hui, il va nous parler du rôle de la France dans la surveillance globale au sein des États policiers. Voilà. Ça marche. Bonjour. Avant de commencer, pour essayer d'adapter mon discours, je voudrais savoir s'il y a des gens qui ont suivi ces histoires Amesis, Cosmos, etc., peut-être sur Reflet, peut-être ailleurs, ou pas, dans la salle. Ok, donc il y a pas mal de gens qui ont suivi, les deux là, ils comptent pas. Bon, en gros, comme tu le disais, on essaye de faire un journalisme un petit peu différent, et par exemple... on se contrefout de savoir si notre source est anonyme ou pas, et au contraire, on préfère qu'elle le soit, de façon à ce qu'il n'y ait pas de soucis plus tard. Et en l'occurrence, un jour, quelqu'un vient nous voir virtuellement et nous raconte une histoire un peu abracadabrante, qui est en fait, c'est au moment du début des printemps arabes. Il nous raconte que en fait, une société française a vendu un système de surveillance globale, c'est-à-dire à l'échelle d'un pays, d'Internet, mais aussi de téléphones voix sur IP et des téléphones Thuraya, qui sont des téléphones satellitaires assez courants, notamment dans ces pays-là. Et franchement, il nous donne énormément de détails sur toute cette histoire. Y compris les dates des voyages du patron de cette boîte française, etc. Et les aspects techniques. Et bon, le souci, c'est qu'à l'époque, on commence à peine Reflet, plus ou moins, on n'a pas énormément de temps, on est tous bénévoles, bon, c'est compliqué d'aller vérifier tout ça. Et donc, on fait grosso modo deux choses. La première, c'est de fouiller sur Internet pour essayer de voir ce qu'il y a comme documentation sur cette entreprise et ses produits. Et la deuxième, c'est de donner nos informations. Alors ça, c'est notre culture Internet, c'est le partage de l'information pour un meilleur traitement. On donne nos informations à un autre journaliste, Olivier Tesquet, qui travaillait à l'époque à OVNI. Et on lui propose de prendre du temps pour vérifier tout ça, et il le fait. Et notamment, il fait ce que nous, on ne fait jamais, c'est-à-dire qu'en fait, il appelle l'entreprise concernée. Nous, on ne leur pose jamais de questions, parce qu'on sait très bien ce qu'ils vont faire. Ils vont dérouler un
un argumentaire marketingo-merdique. Et d'ailleurs, ils le font avec Olivier en disant non, non, on n'a pas connaissance d'avoir vendu un tel système à la Libye, mais de toute façon, on ne commande pas ce genre de choses, donc voilà, pas d'infos. Bon, Olivier creuse un peu à côté et confirme, tout en gardant un peu de conditionnel, l'information. Donc ça devient un peu plus public. Nous, ça nous permet de rebondir sur ce qui a été écrit. Et puis, surtout, la confirmation définitive arrive lorsqu'une journaliste du Wall Street Journal, c'est vraiment un hasard, vous allez voir, elle est sur place à Tripoli, c'est après les événements, et elle avait demandé à son fixeur, c'est-à-dire la personne sur place, son guide, quoi, en fait, de l'emmener dans un centre des services de police, là où les gens se font interroger de manière un peu musclée. Et visiblement, il n'était pas trop partant, il ne voulait pas trop, etc. Elle se demande pourquoi. Bon, et finalement, il accepte. Et il l'emmène en fait dans celui que lui connaît, puisque, alors je ne sais plus le détail, c'était lui ou sa famille, enfin quelqu'un de très proche, si ce n'est lui, il avait fait un petit séjour à l'époque où on torturait encore des gens. Il débarque là-dedans, et en fait, ce centre avait été réaménagé. Il servait maintenant à autre chose. C'était un des 2 ou 3 centres d'écoute mis en place par Amesis. Donc sur les murs, des logos Amesis partout, le nom de la personne à contacter à Boulogne-Billancourt, au siège d'Amesis s'il y a un problème, en l'occurrence un certain Renaud Roch, et son numéro de téléphone. Donc ça sort dans le Wall Street Journal, ce qui nous laisse toute latitude pour balancer ce que l'on avait. Et puis comme entre-temps, on avait commencé un peu à enquêter sur le sujet, on avait amassé pas mal de documents voilà, par d'autres voies, d'autres sources, des documents comptables, etc. Bref, donc on commence à voir un peu qui sont les clients de cette société qui jusque-là est passée par les DEL. Alors est-ce que le gouvernement français a une responsabilité là-dedans? Je vais vous laisser juge. Personne n'a véritablement amené une preuve définitive là-dessus, si ce n'est 2 articles, un dans le Canard enchaîné, un dans le Figaro, où des gens de la DGA, la Direction générale de l'armement, avaient été interrogés et avaient dit clairement que oui, alors dans le Canard enchaîné, il y a une phrase amusante qui était oui, à l'époque, on se crachait dans la bouche avec Kadhafi. C'est-à-dire qu'on était tellement proches, tellement copains, que oui, on a fait tout ça et on a mis en place ce système là-bas et les gens de la DGA ou de la DRM ont participé à la mise sur écoute des Libyens. Mais bon, je vais essayer de vous raconter un petit peu d'autres trucs qui vont vous donner d'autres pistes. En amont de tout ça, on l'a su bien après, aux États-Unis, les autorités ont mis en place un système d'écoute, alors là, franchement global, qui tape un peu tout le monde sur tout le globe. Donc avec Edward Snowden, maintenant, on a des preuves tangibles. Et notre sentiment, on l'a appelé la théorie abracadabrantesque, c'est que les Français se disent, tiens, si on faisait un truc un peu similaire. Mais comment faire? Alors, les Américains, eux, ont investi de l'argent. Ils ont acheté le matériel, ils ont pris contact et probablement fait pression sur pas mal d'opérateurs. En France, on a été beaucoup plus malin. C'est-à-dire qu'on n'a visiblement pas trop dépensé d'argent, on n'a pas trop acheté de choses. Alors ça se présente comment? Le FSI, qui était un fonds souverain français, a investi de mémoire, c'est grosso modo 10 millions, je ne sais pas si tu te souviens exactement des chiffres, je crois que c'est 10 millions dans chacune, un Cosmos, hein 10 et 8, dans Cosmos et dans Amesis. Pourquoi un fonds souverain français se met à investir là-dedans? Il y a 2 entités différentes. L'une s'appelle Cosmos, c'est une spin-off de Marie Curie, de l'IPSIS, Pierre et Marie Curie, l'université Pierre et Marie Curie, où en fait les chercheurs du LIPSIS
sont parmi les premiers à avoir fait de grandes avancées sur le Deep Packet Inspection. Tout le monde comprend ça ou je l'explique un? Quelqu'un a besoin d'une explication? Deep Packet Inspection, non? DPI, tout le monde comprend? Oui, oui. C'est l'inspection en profondeur des paquets. Sur Internet, les données circulent sous forme de petits paquets, des paquets IP. Donc en fait, on met en place des sondes qui vont ausculter chaque paquet et lire ce qu'il y a dedans et classifier en fonction du protocole utilisé, des contenus, etc. Et puis après, on va mettre des tags sur chaque chose. Bon. Donc il y a ce laboratoire de recherche qui a beaucoup avancé là-dedans et qui dépose des brevets. Ces brevets sont cédés à une entreprise en formation qui s'appelle Cosmos, qui va reverser des royalties au l'IPSIS. L'université française sait se financer. Le FSI investit dans Cosmos. Je crois que c'est eux qui ont eu 10 millions. Ou c'est 8? Bon, enfin, bref, c'est dans ces eaux-là, quoi, peu importe. Pourquoi investir là-dedans? Parce que c'est une technologie très prometteuse, puisqu'elle permet de faire toutes sortes de choses, à la fois des choses tout à fait, entre guillemets, honnêtes. Si aujourd'hui vous avez un téléphone portable et que vous avez un forfait qui vous dit que vous avez le droit de télécharger 20 gigas par mois, c'est parce qu'il y a du DPI derrière qui observe que votre numéro de téléphone a téléchargé 20 gigas. À partir de 20 gigas, il va dire « Ah, alerte, celui-ci va commencer à payer ». Et donc, on va regarder tout ce que vous téléchargez. Si vous avez téléchargé 3 gigas de plus, on va pouvoir vous le facturer. De la même façon, vous pouvez avoir sur un réseau du DPI qui va faire des alertes sur des problématiques de flux, là où il y a des encombrements, et repérer ça. Et puis, ça sert aussi effectivement à écouter tout ce qui passe. Et ensuite, on va voir avec des gens comme Amesis à le classer après dans des bases de données pour pouvoir réinterroger ces flux. À côté de ça, on a Amesis qui est une petite SS2I. Petite parce qu'elle annonce à l'époque 800 salariés, mais en fait, c'est beaucoup des gens qui sont recrutés au coup par coup et placés dans des entreprises. Bref, en personnes vraiment employées par Amesis, il n'y a pas énorme. Et puis, ce sont des gens qui font toutes sortes de choses. Ils achètent du matériel un petit peu complexe, ils le durcissent, le revendent à l'armée. Ils ont déjà pas mal de contacts avec la DGA, la DRM, enfin tous les gens qui sont un peu spécialisés dans les écoutes, etc. Ils sont assez bons sur les flux satellites, mais alors l'IP, c'est pas leur truc. Il se trouve que via Ziad Takieddine, Nicolas Sarkozy, Claude Guéant, dont on a parlé ces temps-ci sur son rôle en Libye, je ne sais pas si vous avez lu l'article, les 2 articles de Mediapart hier, ils sont assez éloquents, et Brice Hortefeux, visiblement se met en place l'idée de vendre à la Libye qu'on a ramené sur la scène internationale avec les Américains, leur vendre tout un ensemble de choses. Alors, si vous avez la mémoire, souvenez-vous, on voulait leur vendre une centrale nucléaire, mais ce n'était pas pour faire du nucléaire, c'était pour faire de la désalinisation. Des avions, les Rafales, on voulait leur vendre, après on les a bombardés avec. Il y avait un système de Homeland Security assez global dans lequel il y avait des trucs pour les passeports sécurisés, la surveillance des frontières, etc. Et dans le lot, un système d'écoute globale de l'Internet et des communications téléphoniques en Libye. Alors, on le saura après par le commercial en chef de chez Amesis, c'était en fait, je vous le dis, pour que vous soyez rassurés, ce n'était pas du tout pour surveiller les opposants, c'était pour traquer les terroristes et les pédophiles. Le petit souci dans l'histoire, c'est que ces gens-là sont des bras cassés de l'information, et donc ils n'ont rien protégé, et ils ont laissé énormément de traces, et il y a beaucoup de choses qui vont sortir après, notamment dans le manuel d'utilisateur de ce programme global, là, dont je vais vous parler juste après. Il y a des noms de personnes surveillées à titre d'exemple. Ce sont des gens qui deviendront après ministres, ambassadeurs, etc., donc des pédophiles notoires, des terroristes notoires, etc. En revanche, ce qui est sûr, c'est que le contact d'Amesis en Libye, la personne qui était en frontale pour la mise en place de ce système,
lui s'appelle Abdallah El-Senussi. Et Abdallah El-Senussi, beau-frère de Kadhafi, lui, en revanche, est condamné en France, déjà, à l'époque, pour terrorisme, par contumace, parce qu'il n'est pas venu, on ne sait pas pourquoi, parce qu'en fait, il était très impliqué dans l'explosion d'un vol, d'un DC-10 du TA au-dessus du Ténéré. 157 morts de mémoire. Donc, en fait, comprenez bien qu'on vend un système pour lutter contre les terroristes à un terroriste notoire, défini comme tel par la justice française. C'est tout à fait logique. Il est bien évident que ce genre de contrat, enfin, ça devrait vous sembler logique, ne se fait pas sans un appui important des autorités françaises en l'occurrence, ça aurait pu être un autre pays. Pourquoi? Parce que ça se prépare à l'avance, ça se met en place à l'avance, et ça, ce sont les gentils Sherpas français qui préparent le terrain pour des gens comme Amésis. Alors pourquoi je vous parlais aussi de Cosmos? Parce que Cosmos, voilà, Cosmos fait les sondes. C'est juste le truc qui va détourner, entre guillemets, le trafic Internet, le faire passer par ces sondes, classifier tout ce qu'il y a dedans, et laisser repartir le flux pour que, bien sûr, ça arrive in fine à l'utilisateur final. Vous envoyez un mail à votre copain pédophile préféré, il faut qu'il le reçoive, parce que sinon, voilà, ça ne sert à rien de surveiller, et puis il faut qu'il vous réponde pour qu'on puisse monter un dossier sur vous, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc Cosmos fait ses sondes. Amésis ne sait pas faire grand-chose, mais c'est aller chercher des trucs, les mettre ensemble, faire une petite sauce autour pour que ça tienne la route. Donc en l'occurrence, ils se rapprochent de Cosmos et leur disent, voilà, vendez-nous des sondes. Le projet démarre, ça commence à se mettre en place. Malheureusement, Cosmos, à l'époque, ne sait pas faire des sondes qui peuvent traiter un tel débit. Donc la relation commerciale, entre guillemets, s'arrête entre Cosmos et Amésis. Cosmos est très fâché. Et donc, le patron de Cosmos, M. Bechtoil, est un peu tendu contre Amésis, mais, dit-il en interne chez Cosmos, on lui a conseillé de trouver un accord amiable avec Amésis. Vous allez bientôt comprendre pourquoi. Amésis, pour faire son système, lui-même, enfin, en plus petit, en truc de labo en fait, le même que celui de la NSA. En gros, c'est un millefeuille à 3 étages, quoi, grosso modo. Il y a les sondes qui vont choper le trafic, le système de base de données et de disque dur pour stocker le contenu attrapé, et puis au-dessus, une interface pour qu'un être humain un peu con puisse interroger, rentrer le mail d'une personne, le numéro de téléphone ou un mot-clé, et faire ressortir ces informations de manière intelligible. Créer des arbres de connaissances. Jean a parlé à Gérard, donc tiens, Gérard est peut-être intéressant. Donc on va aussi le mettre sous surveillance. Tiens, Gérard a parlé de Jean à Robert. Bon, bah du coup, Robert, peut-être que, donc hop, on va pouvoir le mettre sous surveillance aussi. Donc cet accord entre les deux se termine. Amésis se retourne vers un fournisseur allemand qui fait des sondes aussi, qui s'appelle IPOC, et l'ensemble est livré, installé en Libye. Ça fonctionne, la preuve, on a retrouvé les centres d'écoute, et cette Margaret Cooker, journaliste du Wall Street Journal, ainsi qu'une personne de la BBC, découvre dans les locaux des centaines de dossiers avec évidemment les mails, les machins de tous les gens qui avaient été surveillés, parce que des pédophiles et des terroristes, bien sûr. Et ils en gardent trace. Une partie se retrouve entre les mains, alors ça, on va sauter à la fin de l'histoire. Une partie se retrouve entre les mains de la FIDH, de la LDH, etc., qui dénonce cette histoire au procureur de Paris, enfin, après moult péripéties, parce que jusqu'à il y a très peu de temps, la justice a déployé des efforts franchement assez faibles pour que cette histoire termine devant un tribunal. La première plainte a été immédiatement écartée, classée par le procureur. Mais in fine, ça a prospéré, et donc aujourd'hui, il y a un pôle spécifique au tribunal de Paris
pour tout ce qui est torture, crimes contre l'humanité, etc. Et qui instruit un dossier sur Amesis et sur Cosmos pour complicité de torture. Si un jour ils sont condamnés, ça fera un petit peu tâche dans le cursus de ces entreprises prometteuses françaises, de la French Tech, comme on dit. On verra. Donc je reviens en arrière. Cette histoire sort un peu partout dans la presse et nous, on lâche toute une série d'informations. Amesis a payé 130 000 € au 10e Festival mondial des arts nègres. Je ne vois pas trop pourquoi, si ce n'est comme une sorte de porte d'entrée pour autre chose, etc. Alors pourquoi je vous disais que Thibaut Bechtoil, on lui avait conseillé de trouver un accord. Alors ça, c'est apparu très très récemment, donc c'est pas encore publié. Il se trouve qu'on a retrouvé un client commun entre les deux entreprises qui s'appelle Al-Fahad Smart Systems, je crois. Et c'est assez étonnant en fait que ce soit commun. Les montants sont conséquents pour les deux entreprises. Amesis, c'est de l'ordre du million dans leur comptabilité, ce qu'on a pu voir, et je crois que c'est 100 et quelques mille pour Cosmos, qui correspond plus au montant des sondes, une petite partie d'un ensemble. Mais en l'occurrence, c'est probablement pour nous, cette boîte-là est l'un des clients qui a dû superviser l'installation d'un autre Eagle, c'est le nom du système de surveillance d'Amesis à l'échelle d'un pays, dans un de ces pays riants où on traque les pédophiles et les terroristes, puis quelques opposants au passage. Donc probablement, si on fait si on continue sur la théorie abracadabrantesque, il est probable que Cosmos ait été pris dans un autre projet un peu plus tard, quand enfin leurs sondes ont été suffisamment puissantes pour pouvoir surveiller un pays, et c'est éviter évidemment qu'il y ait un clash devant un tribunal entre Amesis et Cosmos, alors que toutes ces histoires n'étaient pas connues, et si c'était venu devant un tribunal à l'époque, probablement toute une partie de cette affaire aurait été révélée au public qui n'a pas besoin de savoir toutes ces choses-là. Donc sur cette théorie abracadabrantesque, nous, probablement, ce qu'on a fait, c'est que via le FSI, qui est devenu BPI Finance, BPI France, BPI Finance, je ne sais plus, on a soutenu ces entreprises. Le gouvernement a aidé à la vente de ces produits dans des pays riants, Kazakhstan, Qatar, Émirats Arabes Unis, Arabie Saoudite, pays d'Afrique noire, j'ai plus le nom en tête, enfin bref. On a vendu à ces pays-là un système qui permet de mettre tout le pays sur écoute. Donc on n'a pas investi. Mais on imagine bien, et c'est leur métier, les services de renseignement, s'ils ne l'ont pas fait, ils sont franchement complètement nuls. C'est-à-dire se garder un accès sur ces systèmes pour pouvoir, en fait, c'est là où c'est merveilleux, sur le papier, délocaliser les écoutes françaises. En France, vous avez deux systèmes d'écoute dits légaux, les écoutes judiciaires déclenchées par un juge, donc après il y a un contradictoire et la personne qui est écoutée peut attaquer ses actes, ou les écoutes administratives qui sont décidées par le gouvernement. Là, en revanche, personne ne sait rien. Mais c'est limité en nombre. Et donc ce cadre juridique est assez strict. Donc si vous voulez vous mettre à écouter 500 000 personnes en France, c'est un peu compliqué. En revanche, si vous le faites depuis la Libye ou depuis la Syrie, parce que Cosmos a été pris aussi dans un plan de vente du même type de système en Syrie, ils se sont retirés juste à temps, si on peut dire, enfin quand même assez tard, les troubles avaient déjà bien commencé. Donc vous délocalisez vos écoutes à l'étranger, vous n'avez plus de cadre judiciaire à suivre,
Et puisque vous en avez une preuve même dans le manuel de l'utilisateur du produit Eagle en Libye, un des premiers trucs qu'ils ont écouté pour pouvoir faire des belles copies d'écran et les mettre dans le manuel de l'utilisateur, c'était une banque tunisienne. En Libye, on écoute une banque tunisienne. Effectivement, on voit tous les mails échangés par les gens de cette banque, et y compris, on voit passer les pièces jointes, donc des virements SWIFT, etc. SWIFT, système de transaction pour échanger, pour garder trace et échanger des sommes entre deux banques différentes. Donc on voit que très probablement quelqu'un, quelque part, a dû proposer ce truc qui sur le papier était génial à un politique, probablement vu l'implication de Guéant, Hortefeux et Sarkozy, probablement cette équipe-là, en leur disant voilà, nous on peut faire le même genre de choses que les États-Unis, mais on le fait de manière plus maligne, on n'investit pas d'argent, on vend ça aux dictateurs, on se garde un accès distant. Et puis comme on est très copains avec Alcatel et Orange, qui sont parmi les plus gros poseurs de câbles sous-marins, on va en plus avoir un accès privilégié au trafic qui passe sur ces câbles, et notamment toute la partie Afrique. Un très très bon article du monsieur qui est là sur la connectivité entre la France et l'Afrique, alors que les Américains ont une faible connectivité sur l'Afrique. Donc on comprend pour bien plus tard l'intérêt que les Américains ont à récupérer des données via un accord qui a été dévoilé par un journal allemand puis repris dans Le Monde qui s'appelle Lustre. En fait, la NSA récupère des données auprès de ses petits camarades, y compris des camarades un peu éloignés dans le cercle des proches, comme les Français. Donc nous, on peut leur apporter ce que l'on écoute en Afrique, puisque eux ont une faible connectivité et probablement moins de data. Donc quelqu'un propose ça aux politiques qui embrayent et se met en place cette histoire. Le seul souci, c'est que personne n'avait imaginé qu'on avait affaire à une bande de bras cassés, les gens d'Amesis, qui vont laisser fuiter toutes sortes d'informations, y compris sur Internet ou sur leur propre site web, etc. Que quelqu'un du Wall Street Journal va avoir accès au centre d'écoute un peu plus tard, et que tout ça va se retrouver dans la presse. Donc, du coup, probablement, le rythme de développement de cette affaire a dû être franchement ralenti. Mais ça se passe quand même bien pour les gens d'Amesis, et vous allez voir que c'est quand même une bonne idée de faire ce genre de choses. Alors, sur le papier, c'était bien, même pour un gouvernement ou des services de renseignement, c'était logique dans leur schéma de pensée. Sauf que nous, ça se fait sur le sang des gens qui seront attrapés, donc des opposants dans ces pays-là, et torturés sur la base des informations que les gens ont recueillies. Et il y a, de mémoire, je crois, 5 personnes qui sont venues témoigner en France devant le juge qui instruit l'affaire contre Amesis, du fait qu'ils avaient été torturés et qu'on leur avait présenté leurs échanges mails, leurs trucs Facebook, etc., qui avaient été récoltés par ces outils-là. Donc sur un plan éthique et droits de l'homme, c'est pas terrible comme projet. Mais vous allez voir que ça rapporte en fait, parce que le patron d'Amesis, donc il est à la tête d'une petite SS2I avec donc sur le papier 800 personnes. Ça se passe à Aix-en-Provence. Ils ont un petit bureau, enfin un bureau à Boulogne-Billancourt. Ils ont un petit chiffre d'affaires qui progresse, mais bon, voilà. Qu'est-ce qui se passe? Amesis se fait, alors selon les annonces officielles, Amesis se fait racheter par Bull. Mais dans les faits, ce n'est pas du tout ça qui se passe. En fait, ce qui se passe, c'est que Amesis rachète Bull, qui est quand même pas un petit truc, qui a un peu pignon sur rue, qui a un peu la vitrine française de l'informatique un peu complexe, haut de gamme, etc., qui quand même vend des supercalculateurs à la DGSE, au CEA, etc. Donc pas un truc qu'on peut
filé à n'importe qui sans que l'État, à l'époque encore actionnaire, à hauteur de, je crois, 11%, quelque chose comme ça, via France Télécom, etc., ne donne son aval. Ou alors, franchement, il y a des gens qui ne font pas leur boulot. Ben, on le donne à ce monsieur qui est à Amésis et ses deux autres comparses, qui ont investi avec lui dès le départ dans Amésis. Il se retrouve à la tête de 20% de Bull en action, plus un petit peu de cash parce que c'est cool, ce qui lui permettra après de racheter des actions Bull tous les mois. Et donc maintenant, c'est bien parce qu'on dilue tout ça, on vend, on revend, et à la fin, quand le temps de la justice est long, quand la justice pourra vraiment s'occuper de cette affaire en profondeur, beaucoup de choses auront probablement disparu en termes d'archives dans ces entreprises, puisque donc Amésis est passé sous le giron de Bull, et Bull a été vendu à Atos. Mais au moment où on revend à Atos, Philippe Vanier, le patron d'Amésis, qui était devenu bizarrement le patron de Bull, avec ses 20%, était, en rachetant quelques actions en son nom propre via un fonds d'investissement, il était à 24%, quelque chose comme ça. Donc finalement, ça rapporte de faire du commerce avec la Libye de Kadhafi, puisqu'on lui a offert en fait sur un plateau Bull en valorisant de manière sympathique les deux entreprises, de façon à ce que cet échange d'actions puisse se faire. Quant à Cosmos, de son côté, elle obtient des marchés suffisamment touchy, j'imagine, pour que tout le travail plus ou moins de l'entreprise soit classé comme secret défense, et notamment un certain nombre de projets avec des noms de code, dont un qui a été évoqué dans le monde, qui s'appelle Keros, qui lui est probablement un marché avec la DGSE, où 3 développeurs de Cosmos travaillent à temps plein sur ce truc-là. Que fait la DGSE avec des sondes Cosmos ? Probablement écouter les méchants terroristes à l'étranger, certainement. Sûrement rien en France. Donc eux obtiennent ces contrats avec le gouvernement français. Il faut bien comprendre que vraiment ces deux sociétés travaillent en étroite collaboration avec tout le secteur militaro-industriel français. Enfin, je pourrais vous en citer des dizaines, mais bref, on a un certain nombre de factures éloquentes, et avec tous les départements de l'armée française qui s'occupent des écoutes. Donc, il faut vraiment comprendre qu'il y a une grosse imbrication entre l'État et ces sociétés. Encore une fois, personne n'a amené de preuves définitives de ce projet, de ce nous on a appelé cette théorie abracadabrantesque, mais c'est la seule logique. On ne peut pas comprendre ce don de Bull au patron d'Amésis. On ne peut pas comprendre ce déploiement de ces systèmes d'écoute dans ces pays-là s'il n'y a pas derrière une espèce de logique, non pas industrielle cette fois, mais une logique de renseignement, qui, elle, semble assez évidente. Surtout si on se base sur les deux témoignages dans le Figaro et dans le Canard enchaîné, où des gens de l'armée disent « oui, on a vraiment participé à ce truc-là ». Il n'y a aucun intérêt à aller déployer des ressources gouvernementales dans un pays étranger pour lui mettre en place… Si, il y a le Maroc aussi qui continue encore aujourd'hui à être équipé par Amésis. Donc là, on avait récupéré la facture d'achat de disques durs. Donc si vous voulez vous amuser à faire des calculs, moi ça m'intéresse, je ne les ai pas encore faits, mais en gros c'est 2 millions de dollars de disques durs. On a donné les références exactes, c'est de l'IBM. Donc on peut finalement assez facilement se dire, voilà, avec tel débit pour le Maroc, tant de disques durs,
voilà l'infrastructure nécessaire pour mettre sur écoute tout un pays comme le Maroc. Donc voilà, nous on pense que ça marche comme ça. L'idée c'était de délocaliser nos écoutes et de pouvoir écouter soit des gens en France, soit des gens sur des terrains d'opération, puisque à chaque fois qu'il y a une histoire un petit peu gênante pour la France, on dit « Oh mais nous on n'écoute que à l'extérieur, il n'y a pas d'écoute massive en France, ça n'existe pas, on ne fait pas du tout comme les Américains. » Et vous avez des gens pour relayer ça de manière tonitruante, au PS Jean-Jacques Urvoas, il y a M. Zabulon qui chapeaute plus ou moins les services de renseignement français, qui étonnamment répète dans la presse exactement les mêmes phrases avec les mêmes termes. Donc ce sont vraiment des termes choisis, c'est de la communication, c'est des éléments de langage. Et l'exemple de cette histoire-là en particulier, c'est quand Le Monde sort l'histoire de l'accord Lustre, qui est un accord entre la France et les États-Unis pour échanger des données récoltées, et évoque 70 millions de métadonnées, donc pas les contenus des messages échangés, mais qui a parlé avec qui, à quelle heure, quand et de quelle manière. À ce moment-là, la France dit non, mais alors l'article du Monde fait deux erreurs. Dit que ce sont des communications, pas des métadonnées, donc ça servira après pour les discréditer, et dit que les États-Unis ont récolté ces 70 millions de métadonnées. Et alors il se passe un truc assez amusant, c'est que 3 jours après, à peu près, le patron de la NSA est interrogé par les représentants américains et il envoie un message diplomatique assez clair qui est de dire « Attendez, nous, on n'a jamais récolté ces données-là. Elles nous ont été données par les pays en question. » Alors les pays, il y avait de mémoire la France, l'Espagne, la Suède, je ne sais plus. Enfin, voilà, il y avait 2-3 pays européens. Bon. Donc c'est eux qui nous les ont donnés. En gros, le message subliminal diplomatique, c'était les gars, arrêtez, vous en France, de dire c'est une honte ce que font les Américains, la NSA, etc. Parce que sinon, on va vraiment raconter tout ce qu'on fait ensemble et tous les échanges de données auxquels on peut procéder. Donc il s'est juste contenté de dire que la France avait donné ces données. Et donc rétropédalage des autorités françaises, qui est de dire oui, mais non, c'était sur des terrains extérieurs. C'est pas 70 millions de communications en France. Alors, heureusement, mais bien entendu, il faut les croire sur parole. Vous pouvez croire sur parole des gens qui vendent un système d'écoute globale à la Libye en vous disant, quand il y a une question parlementaire sur ce sujet, en répondant attention, gouvernement de droite comme gouvernement de gauche. Les phrases, les réponses sont les mêmes, avec les mêmes mots. C'est donc probablement le même fonctionnaire qui a fait la réponse, et qui est de dire oui, mais en fait, il n'y a pas de cadre juridique particulier pour exporter ce genre de truc, parce que c'est fait sur la base de produits grand public. Je vous engage à aller à la FNAC et de demander au vendeur s'il peut vous vendre un Eagle avec pour 2 millions de disques durs et les développements qui vont autour et les sondes de Cosmos grand public, tellement grand public que personne ne les a vus sauf nous, parce que c'est secret défense. Mais bon, donc voilà, ces gens-là font ce genre de commerce en s'asseyant tranquillement sur tout ce qui est droits de l'homme et autres considérations éthiques. Et après, donc, on est obligé de les croire quand ils nous disent qu'il n'y a pas d'écoute massive en France. Voilà grosso modo l'histoire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Quelqu'un veut remettre en cause la théorie abracadabrantesque de Reflet? Alors, je ne remets rien en cause du tout. C'est plus une question sur qu'est-ce qui peut être écouté avec ces systèmes-là dès lors qu'ils sont délocalisés. Est-ce qu'ils peuvent écouter la même chose que s'ils étaient sur place, ou est-ce que c'est seulement des communications vers l'extérieur, avec l'extérieur? Ils peuvent écouter n'importe quoi en fait.
Donc le trafic à l'intérieur est dérouté, envoyé à l'extérieur et à l'intérieur du pays, par exemple, à l'intérieur de la France. Vous allez cibler enfin, vous avez probablement plusieurs façons de le faire. Après, sur les aspects techniques, je ne vais pas être super pointu, mais grosso modo, j'imagine que vous pouvez... parce qu'en fait, c'est comme l'histoire de la NSA. Si vous pouvez récolter tout le trafic qui passe, le stocker dans des bases de données, et après interroger ces bases de données. Le problème, c'est que, et c'est aussi là où les infos sur ce qui a été acheté pour le Maroc peuvent être intéressantes, c'est qu'au bout d'un moment, vos disques durs sont remplis. Donc vous êtes obligé d'effacer ce que vous aviez, pas forcément l'ensemble, mais enfin en effacer une partie de manière pour pouvoir faire re-rentrer du trafic. Ça, c'est une façon d'écouter ou de stocker. Une autre façon de faire est de mettre en place des filtres, hein. C'est-à-dire que quand cet email, cette adresse mail passe sur le réseau, j'attrape le truc et le contenu, ou pas le contenu, juste les métadonnées, c'est un choix, mais là après il y a la théorie du gâteau au chocolat. C'est-à-dire qu'en gros, vous prenez quelqu'un de très gourmand, et vous le mettez dans une pièce avec un gros gâteau au chocolat, vous coupez une toute petite part, vous la mettez dans une assiette, vous fermez la porte, vous dites je reviens dans un quart d'heure, vous partez. Est-ce qu'il va manger juste la petite part ou est-ce qu'il va manger plus? En l'occurrence, si vous mettez des moyens technologiques à disposition d'un dictateur, est-ce qu'il va se contenter de prendre juste les métadonnées ou est-ce qu'il va aussi prendre le contenu? Probablement il va prendre le contenu aussi. Donc probablement vous pouvez dire si monsieur machin qui a une adresse à Gmail, monsieur machin à gmail.com envoie un mail, je veux pouvoir récupérer son trafic. Si ce trafic passe sur les câbles, il n'y a probablement aucun souci pour le récupérer. Après, vous avez sûrement d'autres manières de faire probablement un peu plus pointu, mais là, je ne veux pas m'avancer parce que techniquement, je ne saurais pas l'expliquer, mais probablement avec des diffusions de routes particulières via l'accès qu'on peut avoir à ces câbles via Alcatel ou Orange. Je pense qu'on doit pouvoir faire des choses très très ciblées en fait. Donc probablement depuis la Libye, écouter quelqu'un en France, en Grande-Bretagne ou ailleurs. Enfin, il ne faut pas perdre de vue que partout où Amesis installe un Eagle, il y a très étonnamment un câble Alcatel qui arrive. Pas pourquoi, c'est toujours dans des pays où il y a un câble Alcatel. Voilà. Mais enfin, vous avez vu pour les histoires Snowden, ils écoutent à peu près ce qu'ils veulent en termes de contenu. Et quand on regarde les protocoles écoutés et les modules qui sont développés par des gens comme Cosmos, ils font exactement ce que vous voulez. Vous voulez écouter des mails chez Gmail, il y a un module pour ça. Des mails chez Yahoo, il y a un module pour ça. Vous voulez écouter de l'IRC, pas de problème, on vous met un truc pour l'IRC. C'est as you like. Après, comme pour les trucs de la NSA, il y a des choses qui vont rendre sourdes ces sondes. C'est la cryptographie, Tor va les emmerder, etc., etc. Même si ils ont développé des choses quand même franchement pointues sur ces choses-là. On a vu... ça, c'est un autre aspect dont je n'ai pas parlé, mais si vous vendez ce genre de technologie à la Libye ou pour Cosmos à la Syrie. Alors, Cosmos dit on s'est retiré, ça n'a jamais été opérationnel, le deal a été arrêté, etc. Mais ils avaient quand même livré entre 4 et 10 sondes en Syrie. Alors, opérationnel à 100%, opérationnel à 20, à 30, après on peut jouer sur les mots. Ils étaient allés faire des tests, ils avaient récupéré du trafic chez un certain nombre de providers en Syrie, tout marchait bien. Quand vous livrez ce genre d'outils dans ces pays-là, il y a une possibilité qu'un jour, ça migre de manière fantôme, ça se retrouve dans d'autres pays. En l'occurrence, on avait raconté cette histoire. Il y a un document syrien qui a fuité dans lequel il est expliqué que
grosso modo, l'ensemble du projet qui a été effectivement arrêté en Syrie devait être transféré aux... Alors, les termes sont un peu ambigus, mais grosso modo aux consultants iraniens. En l'occurrence, probablement, quelqu'un a dû reprendre les développements entamés par un consortium dans lequel il y avait Cosmos et d'autres entreprises. Quelqu'un a dû reprendre les développements. Donc reprendre les développements, c'est-à-dire reprendre les sondes qui avaient été déployées là-bas, utiliser probablement la documentation qui avait été fournie. Voilà. Nous, on s'étonne d'avoir vu un blocage très ciblé des utilisateurs Tor en Iran à un moment qui pourrait correspondre à on a bien récupéré le matériel, on l'a mis en place et ça marche. Voilà. C'est possible aussi. D'autres questions? Il n'y a pas que le premier rang qui peut participer. On a une idée à peu près de ce que ça, enfin, de qui a été espionné dans les pays, justement la Libye, la Tunisie, tout ça, par les opposants. Mais est-ce qu'on sait si ça a pu être utilisé pour espionner des Français, pour écouter des Français ou pas? Non. Et à quel point? Non, on ne peut pas savoir. Mais vous pouvez demander à un de vos députés de poser la question. Vous allez voir, les réponses sont très très rapides puisque la question, par exemple, sur l'accord lustre posée par un député au gouvernement est toujours en suspens à l'Assemblée. Elle n'a jamais obtenu de réponse. Ça date de 2013. Il n'y a pas de réponse. Moi, j'ai posé des questions, par exemple, sur l'accord lustre à Jean-Jacques Curvoas. Ça fait grosso modo 25 ans que je fais du journalisme d'une manière ou d'une autre. J'ai jamais eu ce genre de réaction. C'est-à-dire que généralement, quand quelqu'un ne veut pas vous répondre, il vous dit « je ne veux pas commenter » ou ces sujets sont couverts par le secret défense, ou voilà, il trouve une pirouette. Et vous vous retrouvez le bec dans l'eau, mais au moins vous avez une réponse, même une non-réponse est une réponse. En l'occurrence, c'était une conférence organisée par des espèces d'anciens des services, je sais pas quoi, des gens qui magouillent dans le renseignement, beaucoup de personnes un peu âgées, beaucoup de militaires dans l'assistance, une quarantaine de personnes. Donc une assos voilà, qui avait fait venir pour parler avec Zabulon, donc le patron du renseignement français, parler du remaniement des services de renseignement français, comment ça avait été transformé ces dernières années. Donc le moment des questions arrive, je me lève en premier, je pose la première question, je parle de lustre, je demande à ce que les deux intervenants, qui sont tous les deux concernés, un titre ou un autre, nous expliquent ce qu'il y a exactement dans cet accord lustre, pourquoi le gouvernement ne répond pas aux questions et pourquoi personne n'en parle. Enfin, ça a fait un flop cette histoire. J'ai pas eu le temps de finir ma question, que Jean-Jacques Curvoas se penche vers Zabulon, lui glisse un truc à l'oreille, donc moi j'arrête de poser ma question, parce que je m'étais occupé à autre chose, donc c'était pas très poli. Et là, Zabulon, qui doit avoir un peu plus d'éducation, se rend compte de ça, il me dit « non, mais monsieur, continuez ». Donc Jean-Jacques Curvoas se penche vers la personne qu'il avait invitée, lui parle à l'oreille. Zabulon commence à répondre, évidemment n'importe quoi, complètement à côté de la plaque, rien sur lustre. Jean-Jacques Curvoas se lève, traverse la pièce et n'est jamais revenu. C'est-à-dire qu'en fait, il a répondu à aucune question, il n'est pas resté, il s'est juste levé, il est parti. Voilà, on aura probablement difficilement des infos précises sur ce qui se passe en France parce qu'il y a quand même une grosse chape de plomb sur toutes ces histoires-là. Après, nous, quand on regarde, on rigole un peu sur Twitter, hein, entre nous, on s'appelle les clodos du journalisme parce que Reflet, on n'a pas beaucoup de sous. Je vous invite à faire un don puisque le modèle économique, c'est ça, il n'y a pas de pub, pas d'investisseurs, de façon à rester indépendant, mais on fait appel aux dons des lecteurs pour que ce soit les lecteurs qui soient les vrais propriétaires du journal. Bref,
On s'appelle l'éclosion du journalisme parce qu'on récolte peu de dons. Mais quand on regarde finalement avec le recul, qui aurait dit qu'on aurait pu récolter autant d'informations? On a exploité peut-être un dixième de ce qu'on a sur Amesis. Alors pourquoi? Parce que après c'est rentré dans des détails très particuliers qui n'intéressent pas bonjour, qui n'intéressent pas forcément la majorité des gens, mais qui aurait dit qu'on aurait pu choper autant d'informations? Donc rien ne dit qu'un de ces quatre, et même sur Cosmos d'ailleurs, où c'est secret défense, on a récupéré quand même quelques documents assez essentiels. On en a fait une enquête en 3 gros articles en collaboration avec Mediapart. On a récupéré pas mal de choses, donc peut-être qu'un jour on récupérera des infos sur ce qui se passe vraiment en France. Je crois qu'il y avait encore une question ici. Après, on va peut-être passer à la suite. Est-ce que les équipements qui sont installés à l'étranger ou même les softwares qui sont installés ont l'autorisation? Est-ce qu'il y a la direction de l'armement qui autorise ce genre d'installation? Et est-ce que c'est listé quelque part? Alors c'est un point super intéressant et à mon sens, les juristes qui s'attaquent à Amesis ou à Cosmos n'ont pas utilisé en première intention l'arme qui aurait probablement le mieux marché. C'est mon analyse juridique de la chose, je ne suis pas juriste, donc peut-être que je me trompe, etc. Mais voilà. Donc les questions au gouvernement sur Amesis sont toutes revenues avec cette réponse qui est ce n'est pas un matériel à utilisation duale où on peut l'utiliser pour faire la guerre ou pour faire autre chose, et c'est du matériel grand public, donc pas d'autorisation nécessaire pour l'exportation. Donc ces gens-là ont exporté comme ils l'entendaient, tout seuls dans leur coin, et ils ont noué des relations avec Abdallah Senussi, que par ailleurs Claude Guéant essayait de faire innocenter, ou d'une manière ou d'une autre, sur l'histoire du DC-10 du TA. Ils l'ont fait vraiment dans leur coin. La question de cette autorisation est peu intéressante, parce qu'effectivement, à l'époque, ce n'était pas nécessaire. En revanche, il est interdit de produire, de détenir ou de vendre du matériel qui permet de porter atteinte au secret des correspondances. Pour moi, exporter, c'est vendre, d'une manière ou d'une autre. Bon, voilà. Et le législateur est généralement assez intelligent pour faire une loi à spectre large, pour choper à peu près tout le monde. On ne fait pas une loi contre les gens qui vont poignarder quelqu'un avec un couteau de 20 cm et un manche en bois les soirs de pleine lune. Ça ne sert à rien, on va faire une loi qui couvre l'ensemble des meurtres. Donc en l'occurrence, ils ont fait un spectre large pour dire que vous ne pouvez pas ni le détenir, ni le produire, ni le détenir, ni le vendre. Donc en l'occurrence, quand ces gens-là ont vendu ce matériel, l'ont créé, l'ont détenu et l'ont vendu, sauf à avoir une autorisation du Premier ministre ou par délégation du SGDN, je ne sais plus quoi, vous ne pouvez pas le faire. Donc quelque part, d'une manière ou d'une autre, cette arme juridique est bonne parce que soit ils ont eu le document, et à ce moment-là c'est intéressant d'aller voir que les services du Premier ministre, à l'époque François Fillon, ont signé un papier pour une exportation de ce matériel à la Libye, soit ils ne l'ont pas eu, et là il leur manque un document, donc là aussi ils sont fautifs. Donc d'une manière ou d'une autre, il y a moyen de les faire tomber sur cette histoire-là. Mais personne n'est allé rechercher ça. C'est pas notre rôle, donc on ne le fait pas. Je vous remercie beaucoup pour votre présentation.